Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Une nouvelle navette maritime pour relier Moorea et Mei'o, surnommée l'île interdite. Le navire double sa capacité de passagers, mais pas de fret. Et 9 000 francs l'aller-retour, la population est partagée. Les contrôles s'intensifient à l'approche des fêtes de fin d'année. 33 morts sur les routes polynésiennes cette année, c'est beaucoup trop. Les forces de l'ordre étaient à Moorea aujourd'hui, opération Tolérance Zéro. L'historien Jean-Marc Regnault publie un nouveau livre. Ne vous laissez pas submerger par le monde qui vient, c'est son titre. Face au bouleversement du siècle, il faut repenser les problèmes et les solutions possibles. Il nous expliquera comment s'ancrer dans ce monde d'après 2020 face aux pandémies, au bouleversement climatique ou encore à l'inflation. Il est l'invité de ce journal. Et puis préparer les fêtes de fin d'année en pleine période d'inflation, un véritable casse-tête pour les consommateurs. La vente directe ou le marché de seconde main font partie des solutions. C'est comme un cordon ombilical un peu plus grand pour relier Mei'o, surnommée l'île interdite, à Moorea, une nouvelle navette maritime inaugurée ce matin. Elle peut accueillir 30 passagers au lieu de 12 auparavant. Une aubaine pour les 300 habitants, surtout pour les élèves internes. Mais elle ne prendra pas de fret, c'est l'ancienne navette qui s'en chargera. Et l'aller-retour coûte 9 000 francs. La nouvelle navette maritime a coûté 101 millions de francs au total, supportée à 40% par le pays, avec la participation de l'État et de la commune. Ambiance sur les quais à l'arrivée du voyage inaugural avec Ayata Tarahu et Patrick Tsinsing. Oui, ça y est, après de longs mois d'attente, la population de Mei'o bénéficie enfin de son nouveau navire, le Tapua E Manu 4, qui a coûté plus de 100 millions de francs pacifiques. Aujourd'hui, donc, voyage inaugural en présence des représentants de l'État et du pays. Le haut-commissaire Eric Spitz, donc, première visite sur cette île surnommée l'île interdite. Vous le voyez derrière moi, un accueil, les autorités ont bénéficié d'un accueil grandiose sur cette île. Petit chant à l'arrivée, puis un discours du maire de cette petite île de plus de 300 habitants. Donc aujourd'hui vont être installés aussi la télémédecine à l'infirmerie de l'île. Donc c'est un voyage qui marque l'histoire de cette petite île associée à Moorea. 33 morts sur les routes polynésiennes depuis le début de cette année et à l'approche des fêtes, les contrôles se renforcent. Pas question pour les forces de l'ordre de laisser passer des comportements dangereux. Opération de grande envergure aujourd'hui à Moorea, endeuillée par 2 accidents mortels en 2022, Mereini Gamblin et Mirko Vanfo. Une opération coup de poing comme il en est rarement menée à Moorea. La dernière date de 2012. Papier, port du casque, alcoolémie, tout est vérifié. Et pour les usagers, ça compte. Ça te rassure ces contrôles? Bah, vaut mieux hein, quand même, parce que là récemment il y a eu plein d'accidents. Hein, donc c'est mieux. Bon, je pense que c'est pas la bonne période. Hein. C'est pas bon pour les fêtes? Ouais, voilà, plus le 24, même le 25 pour ça. Ouais. Avec tout ce qui se passe là en ce moment, oui, ça sensibilise les gens à être aux normes et à faire attention sur la route. C'est super, c'est mieux. Pourquoi? Ça évite. Mais d'habitude, la meilleure horaire, c'est le soir. Pas dans la journée, les gens travaillent. Pourtant, l'opération porte ses fruits. 91 infractions constatées en 3 heures à Te Avaro. Grâce au nouveau chien néo-zélandais de la brigade cynophile, un automobiliste est détecté positif aux stupéfiants. Le chien il a marqué, donc on a fouillé, on a trouvé des petits résidus d'ice. Il est actuellement entendu sur les faits, hein, donc soit il reconnaît, soit il ne reconnaît pas. En tout état de cause, il va peut-être être dans l'obligation de reconnaître. Et il encourt derrière, c'est un délit, donc il encourt une amende plus une peine de prison et puis une suspension du permis de conduire. La répression pour dissuader, car les chiffres sont alarmants. Les 2 roues sont impliquées dans 2 tiers des accidents et l'alcool cause 2 tiers des décès. Cette année, le pays a déboursé 30 millions de francs pour soigner les blessés de la route. L'objectif est toujours d'essayer d'avoir le moins possible d'accidents corporels, d'accidents mortels, le moins de blessés, le moins de décédés, parce que c'est toujours compliqué de ramasser des gens sur la route et puis d'annoncer aux familles le décès d'un proche. Après le Covid et à l'approche des fêtes, la population se relâche. Et dans ce cadre de vie idyllique, on oublie vite que le malheur peut frapper à tout moment.
À Tahiti, les bénévoles de l'Ordre de Malte œuvrent dans l'ombre au quotidien pour notamment proposer un petit déjeuner aux sans-abri tous les matins. À Papeete, ils sont une dizaine à préparer ce repas qui se veut populaire, membres de l'association et SDF volontaires, main dans la main. On voit cela avec Hiyari Tayata et Rohan Potoru. Un petit déjeuner simple pour certains, mais un repas royal pour les sans-abri. Tous les matins, John et Moyava font partie du service. Tous deux sont domicile fixe. Ils ont très vite été adoptés par le groupe de bénévoles. Moyava et John, oui, sont des oiseaux de la rue, effectivement. Et depuis très très longtemps, donc, ils nous aident à faire les repas pour leurs frères dans la rue. On apprend de ces personnes qui sont dans la rue et qui viennent maintenant donner la main à la pâte ici avec Père Christophe. Je n'ai pas l'habitude de servir depuis que j'étais sous les ailes de Père Christophe. C'est là que j'ai appris à servir les gens et j'aime servir les gens. Ça me fait plaisir aussi. Tous les matins à 4 heures, je commence déjà à préparer le café et le chaud. S'il y a des trucs à couper, comme par exemple le poulet, la viande, le cochon, ça d'abord je fais le matin. Et après tu es rejoint par les bénévoles? Voilà, j'attends après les bénévoles qu'ils arrivent. Ici, chacun a son rôle et chaque repas est proportionné. Pas de place pour le gaspillage. On leur donne salé, des chips, des choses comme ça, du chocolat, quoi d'autre, des gâteaux, des gâteaux. Sauf bien sûr, ce sont des gâteaux qui sont coupés de machin, mais sinon des boîtes de petits gâteaux et du jus. Ainsi, tous les matins, bénévoles et sans-abri travaillent ensemble. Une démarche inclusive encouragée par l'Ordre de Malte. Alors c'est vrai qu'ici, on en a deux particulièrement, que vous avez interviewé tout à l'heure, Moyava et John, qui vraiment sont dévoués, qui sont là, qui prennent part et vraiment qui s'épanouissent dans ce nom d'eux-mêmes. Mais c'est une volonté, c'est-à-dire que les bénévoles sont là pour accompagner davantage que pour faire. En moyenne, près de 80 repas sont servis tous les matins et c'est seulement à la fin du service que ces joyeux bénévoles prennent à leur tour leur petit déjeuner. Et dans la continuité de cette action, l'Ordre de Malte a servi un dîner de Noël au SDF de Papeete. C'était il y a quelques heures à peine, à côté de la cathédrale. Hiyari Tayata était sur place et il nous explique en quoi ce moment est important pour les sans domicile fixe. Bonsoir à tous, je me trouve actuellement au centre-ville de Papeete, juste à côté de la cathédrale. Ce soir, c'est un moment important car c'est le repas de Noël pour tous les sans-abri de Papeete. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils ont déjà commencé à manger. Cet événement est organisé chaque année par l'Ordre de Malte qui a pour mission d'aider les pauvres et les malades dans le monde entier. Ce soir d'ailleurs, pour l'occasion, la ruelle juste à gauche de la cathédrale a été barrée afin que des tables puissent être installées et que les sans-abri puissent être attablés convenablement. Au menu ce soir, des plats chinois, des pizzas et beaucoup de desserts qui ont été apportés par les bénévoles. Ce soir d'ailleurs, ils sont une trentaine à être venus prêter main forte. Après ce repas, des cadeaux seront aussi offerts à chacun des SDF qui sont présents ce soir afin qu'ils puissent rentrer le cœur joyeux et le ventre rempli. Nous le savons tous, ce mois-ci, c'est le mois des fêtes. L'objectif est aussi que personne ne soit laissé de côté. En bref, les 5 milliards de francs destinés au renflouement des caisses de la CPS votés par le Sénat le 1er décembre dernier par un amendement de Lana Tetuanui ne sont finalement pas inscrits dans le projet de loi de finances 2023 adopté définitivement lundi par l'Assemblée nationale. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, avait demandé son retrait, expliquant que des discussions sont en cours entre l'État et la Polynésie. En effet, Édouard Fritsch demande quant à lui le déblocage de 15 milliards de francs sur 3 ans au titre de la solidarité nationale pour soutenir la protection sociale généralisée. De relations politiques, il en est question également dans le dernier ouvrage de l'historien Jean-Marc Regnault intitulé « Ne vous laissez pas submerger par le monde qui vient ». Une fois n'est pas coutume, il ne parle ni de nucléaire ni d'histoire. L'auteur explique qu'il y a désormais 2 époques, celle d'avant 2020 et celle d'après 2020. La pandémie, les bouleversements climatiques, la crise énergétique, les pénuries, les menaces sur les libertés fondamentales et bien d'autres enjeux encore. Pour en parler, nous recevons Jean-Marc Regnault sur ce plateau. Bonsoir.
Et bonsoir et joyeux Noël à tous, même si mes propos ne sont pas particulièrement optimistes. Alors justement, en quoi tout cela a-t-il changé un petit peu le monde ? Eh bien, jusqu'en 2019, le monde était ce qu'il était, avec ses enjeux nord-sud, est-ouest, mais on pouvait considérer, comme l'avait dit par exemple Jean-Marie Djibaou, que l'indépendance, c'était la faculté de choisir ses interdépendances. Or, le monde a beaucoup changé en quelque temps, et désormais, les enjeux du monde sont tels qu'un certain nombre de notions qui étaient couramment admises jusqu'à présent, l'autonomie, la souveraineté, sont désormais un petit peu dépourvues de sens, parce que désormais, il n'y a plus de possibilité de vivre d'agir sans l'appui des 2 ou 3 grandes puissances de ce monde. Alors ça veut dire qu'à 4 mois des territoriales, les enjeux peuvent être différents que ceux mis en avant par les partis autonomistes et indépendantistes ? Oui, alors bien sûr, beaucoup de responsables politiques, je crois, ont souscrit un peu à ce que j'ai écrit, mais quant à le dire aux électeurs, c'est autre chose. Parce que prévenir les électeurs que les temps vont devenir de plus en plus difficiles et qu'il faudra faire des choix, et qu'on devra faire ces choix non pas avec les idées qu'on avait il y a encore 4 ou 5 ans, mais qu'il faut renouveler complètement son vocabulaire et ses idées, ça c'est très difficile à dire, et je crains malheureusement que les partis politiques n'en soient pas capables. Alors d'où vient la plus grande menace aujourd'hui ? Eh bien, alors, les menaces, elles sont multiples. Et malheureusement, elles s'enchaînent et elles se renforcent les unes les autres. Les menaces climatiques, la lutte pour la sobriété énergétique, tout ça se renforce. Mais à mon avis, il y a un des combats qui me paraît aujourd'hui très important, c'est le combat pour les libertés. On a perdu l'habitude, on a perdu conscience de ce qu'était la liberté. Bon, j'ai amené avec moi un petit morceau du mur de Berlin. J'y tiens beaucoup, je l'ai toujours dans mon bureau, je le regarde souvent. Parce qu'une partie de ma famille vivait de l'autre côté du mur et du rideau de fer. Et la liberté, pour moi, ça a vraiment un sens. Et je crois qu'il faut que les gens comprennent que la politique, par exemple, c'est fait pour le bonheur des peuples. Mais il faut bien réfléchir, quand on a un programme, est-ce que ce programme apportera le bonheur des peuples ? Et donc c'est tout l'enjeu que j'ai voulu développer. Et j'ai terminé mon livre par une citation qui est la suivante. On reconnaît la liberté au silence qu'elle laisse en partant. Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, mais à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les années à venir ? Eh bien, justement, il faut être le plus rapidement possible conscient de ces enjeux, des difficultés, de la menace que représente le conflit entre les États-Unis et la Chine, et qu'il faut savoir se positionner. La France tente de mettre une position d'équilibre un petit peu, tout en ayant choisi son camp. Très nettement, la France a choisi le camp anti-chinois. Mais en essayant quand même de faire en sorte que la pression chinoise soit moins forte peut-être. Et donc, ce qu'il faudra, c'est reconsidérer un peu les relations internationales, revoir un petit peu la relation, par exemple, avec la France, avec l'Europe, et savoir ce qui est le mieux pour le peuple, sachant que le grand danger, c'est que les ressources soient menacées, que les libertés soient menacées, que l'alimentation, enfin je veux dire l'approvisionnement même, soit limité, avec toutes les réformes qui sont en cours sur le plan international, avec les transports par exemple. Il faut savoir que, par exemple, la sobriété énergétique, la lutte contre l'empreinte carbone, c'est incompatible avec le développement du tourisme au long cours. Donc, par conséquent, il faudra s'adapter, et plus on comprendra, et plus on s'adaptera vite, mieux ce sera. Merci beaucoup Jean-Marc Regnault d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, « Ne vous laissez pas submerger par le monde qui vient », pour donc apprécier le prix de la liberté, entre autres. Merci.
Direction Tubuai, aux Australes, à présent, où les équipes de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire sont allées à la rencontre des agriculteurs et notamment des cultivateurs de carottes. Cette année, 317 tonnes de ce légume ont été exportées vers Tahiti grâce aux températures fraîches de Tubuai et aux mains vaillantes qui travaillent la terre. Objectif, augmenter encore la production l'année prochaine en investissant dans du matériel. Le deuxième vice-président de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire dresse le bilan, interrogé par notre correspondant Roheyari Hariva. La campagne de carottes s'est très bien passée. Il y a juste quelques rectifications par rapport au calibrage et certains carottes qui n'ont pas été respectées, mais qui ont été transformées par la suite justement en juliette. Et pour l'année prochaine, on vient voir les agriculteurs pour doubler la production. L'objectif pour l'année prochaine, c'est de doubler, de passer de 300 à 600, 700 tonnes l'année prochaine pour pouvoir plus encore fournir les produits locaux et pouvoir aussi, le plus important, bloquer les importations. Comment allier esprit de fête et budget serré dans un contexte d'inflation galopante? Pour cette fin d'année, les prix s'envolent entre décorations, repas et cadeaux. Le marché de seconde main ou la vente directe allège le portefeuille des consommateurs pour que la fête de la nativité soit aussi celle de la modestie. Caroline Fary, Mirko Vanfou. À quelques jours du réveillon, chacun cherche le meilleur cadeau, si possible au meilleur prix. Au salon de Noël, les exposants font des efforts sur les tarifs. Ici, les accessoires pour la pêche sous-marine et autres moulinets ont la cote. On a accès dans notre salon, de toute façon, c'est beaucoup de choses accessibles à tout le monde. C'est des prix à moins de 10 000 à chaque fois, voire moins de 5 000 pour la lingerie, pour justement pour que tout le monde puisse offrir un petit cadeau pour Noël. Les incontournables jouets sont très convoités, surtout quand le prix est abordable. On a acheté quelques petites voitures pour les petits enfants. On a acheté ça pour la Noël. C'est compliqué parce qu'on a des jouets pour les enfants, mais cher. C'est cher. Loin de la foule et de la circulation, les bonnes affaires se dénichent aussi du côté des dépôts-ventes. Vêtements, bijoux, jouets ou vaisselle, tout est accessible au même endroit. Moi, je viens surtout pour l'électroménager. Ma fille, elle a son petit budget, donc elle s'achète ses vêtements. Voilà, donc effectivement, ça peut être des cadeaux de Noël. Nous, on a une pension, donc on a des jeux de société, de l'équipement, de la vaisselle. C'est plutôt les hommes qui nous prennent beaucoup de vaisselle pour pouvoir offrir. Je le dis. Mais sinon, pour le moment, là, cette semaine, c'est plutôt les jouets. On est basé là-dessus. Il y a beaucoup qui déposent et on vend beaucoup plus aussi. Critère indispensable, les produits déposés doivent être propres et en bon état. Ici, tout le monde est bienvenu, du RSPF aux milliardaires, à l'affût du neuf ou d'occasion. Beaucoup d'occasions, on a aussi un peu de produits neufs et des fins de série. Effectivement, c'est une bonne action pour la planète, mais aussi pour le porte-monnaie. D'une pierre deux coups, la conjoncture aidant, le consommateur vigilant vise aujourd'hui une dépense raisonnable et écologique. Des jeux et des rires à Tubuai à l'occasion de la journée récréative organisée par l'association sportive Team Tubuai. Tir à la corde, va'a, lancer de noix de coco et une sorte de mini triathlon. Un concept amusant qui a ravi la soixantaine d'enfants conviés à y participer. Tous coiffés, vous le voyez, de leur bonnet de Noël pour l'occasion. Image signée de notre correspondant Roheyari Hariva. L'esprit des fêtes aussi, plus au nord, au Tuamotu à Ho, avec l'ouverture de la deuxième édition du Noera Arearea. L'événement rassemble des équipes par quartier autour d'activités culturelles, sportives et éco-citoyennes. Pendant 3 semaines, la place Tokere sur l'atoll va vibrer au rythme des festivités, comme l'explique l'organisatrice de l'événement, interrogée par notre correspondant sur place, Mathieu Allot. On a souhaité en fait que nos jeunes qui sont revenus de Tahiti, donc on a souhaité les voir bouger aussi et de faire, comment on appelle ça, partager en fait tout ça avec nos enfants, nos jeunes et aussi nos matahiapo. C'était le but de Noera Arearea, qu'on soit tous ensemble pour ces festivités. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'un des principaux titres. Une nouvelle navette qui relie Mei'o, surnommée l'île interdite, à Moorea. Elle passe de 12 à 30 places. Une aubaine pour les habitants et surtout pour les élèves internes. Mais ce navire ne prendra pas de fret et l'aller-retour coûte 9 000 francs.
À la une de Tahiti Info, demain, une affaire de vol de cochon avec ce titre « Détournement de cochon ». Et puis, clin d'œil à nos confrères de la presse écrite. Les magazines Maison du Fénois, Fénoorama et Tiki Mag reviennent dans les kiosques, repris et imprimés par leur nouveau propriétaire, STP Multipresse, suite à la liquidation du groupe La Dépêche. C'était en avril dernier. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio avec Teupo Fatupua Ave et Axel Mézinel. Tout de suite, soirée 100% locale avec votre magazine Bleu Océan, d'abord consacré à l'art de la pirogue à Hivaoa, suivi de sa pousse au Fénois sur l'aquaponie et le festival des Marquises à Nukuhiva. On se quitte sur ces images des illuminations de Noël à la mairie de Paia. Très belle fin de soirée sur la première, bien sûr. À demain. Christmas, everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is... L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.